Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, Stéphane Dauger est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour, vous êtes chef du service réanimation pédiatrique à l'hôpital Robert Debré à Paris. Je voulais vous interroger ce matin à propos de l'apparition dans plusieurs pays d'Europe de syndromes inflammatoires plutôt graves chez des enfants de 8 à 14 ans. Vous avez pas mal communiqué depuis hier sur ce syndrome qui est apparu encore une fois chez des enfants et qui pose la question du lien avec le Covid-19. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà, vous, ce que vous avez constaté dans votre hôpital ? Oui madame, écoutez, nous avons communiqué, les collègues réanimateurs pédiatriques essentiellement d'Île-de-France, mais quelques collègues français aussi avaient eu des cas un petit peu de ce type-là. L'idée était de faire remonter le message, et il faut déjà mettre ça tout de suite en lumière, faire remonter le message à nos collègues de première ligne, aux urgences ou au SAMU, aux médecins généralistes, de faire attention, puisque au milieu du peu d'enfants qui sont concernés par le Covid, cela reste vrai. Au milieu du peu d'enfants qui font des formes graves, ça reste vrai à ce jour encore. Il y a quelques enfants qui ont effectivement une espèce de que ce qu'on qualifie aujourd'hui d'une réponse inflammatoire très forte, dans lequel certains d'entre eux, et même dans ce groupe-là, pas tous, ont le cœur qui est fatigué pendant quelques jours. Voilà exactement l'état des lieux de nos connaissances à ce jour. C'est exactement ce que aussi ont constaté nos collègues espagnols, anglais, italiens. Voilà. Donc alors, ces enfants ont besoin d'une... Oui, alors on a parlé, non je vous en prie, on a parlé, on parle encore d'un syndrome de Kawasaki, certains collègues disent même Kawasaki-like. Moi je suis réanimateur et pas un spécialiste d'infectiologie ou de rhumatologie pédiatrique. C'est une maladie purement pédiatrique qui touche plutôt les enfants de moins de 5 ans, dont on ne connaît pas complètement la physiopathologie, donc le mécanisme, et qui se manifeste par un ensemble de signes quand on a une fièvre persistante au-delà de 5 jours et qu'on ne retrouve pas d'autre cause à tout ça. Et donc, dans les enfants que l'on a observés, que nos collègues ont observés aussi, il y a des enfants qui ont tous ces signes qui font penser à cette maladie, d'autres qui ne les ont pas tous. Et donc, nous sommes vraiment, pour l'instant, dans une interrogation. La première étape, c'est vraiment de repérer ces patients-là, de les surveiller, d'être prêt à les surveiller, voire à les prendre en charge correctement dans le service de réanimation. Et la deuxième, qui a déjà commencé depuis quelques jours et qui continue, c'est de colliger tous les cas, pour essayer effectivement d'en comprendre un peu plus, de comprendre quand est-ce que ça a commencé, quand est-ce que ces enfants ont fait le Covid ou pas, quel était le contexte, combien de temps ça a duré. On est dans cette phase-là. Donc la phase initiale, c'est bien évidemment de mettre ces enfants en sécurité quand ils ont cette forme. Ça représente peu d'enfants, mais effectivement, des enfants avec un cœur qui marche moins bien d'habitude, qui arrivent dans un tableau identique pour un autre virus. On en a 3 ou 4 par an sur 1200 séjours d'habitude. Et là, effectivement, pour Robert Debré, on en a eu 4 en une semaine, et ce qui est exactement ce que nos collègues ont observé aussi. Donc le lien avec ce qui s'est passé est assez clair. Le mécanisme, est-ce que c'est le virus lui-même, est-ce que c'est autre chose? Pour l'instant, on ne sait pas dire. Oui, vous dites Kawasaki-like parce que c'est pas donc comme la maladie de Kawasaki, parce que ça y ressemble, mais pas complètement. Déjà, cette maladie, le nom de Kawasaki, peut-être que vous pouvez nous dire d'où ça vient. C'est un médecin japonais. Alors, c'est une maladie pédiatrique décrite il y a plusieurs dizaines d'années. Donc, pour l'instant, on n'a pas complètement les mécanismes qu'on connaît bien en pédiatrie, parce que je vous l'ai dit, elle touche plutôt les enfants beaucoup plus jeunes, et les hypothèses actuelles seraient une réaction inflammatoire au niveau des vaisseaux, qui peut toucher donc plusieurs organes, et qui surviendrait après un épisode infectieux quelques jours ou quelques semaines avant. Et donc, là-dessus, il y a des formes qui peuvent se compliquer dans de rares cas, mais encore une fois, ces enfants viennent rarement en réanimation, ils sont suivis par nos collègues pédiatres. C'est un point majeur parce que là, sur tout le territoire, des urgentistes pédiatres, des services de pédiatrie générale peuvent très bien gérer ces patients-là. Mais chez quelques-uns d'entre eux, on peut avoir une complication vasculaire qui touche les vaisseaux qui amènent le sang au cœur, les coronaires, et qui, dans ces formes extrêmement rares, nécessite un traitement un peu plus compliqué encore. Là, ce qui est étonnant, c'est qu'on a décrit des formes qui peuvent y ressembler, comme je vous l'ai dit, sur les autres symptômes, l'éruption, donc les boutons, la langue très rouge, des conjonctives très rouges aussi, plus la fièvre, plus des ganglions. Mais on n'a pas retrouvé ces formes complètes chez tous les enfants. Et à ma connaissance, là aussi les choses changent à peu près tous les jours, on n'a pas diagnostiqué non plus une atteinte des vaisseaux qui alimentent le cœur.
Donc vous voyez qu'on a des tableaux un peu différents sur des enfants qui se présentent plutôt a priori après l'infection, mais même ça, aujourd'hui, on n'en sait pas grand-chose. Donc je pense qu'il faut vraiment rester prudent. La chose importante, c'est de repérer ces rares patients et de les mettre en sécurité dans les services qui peuvent les surveiller, voire accélérer le traitement s'ils sont moins bien. Les discussions sont en cours sur savoir quels médicaments on leur fait actuellement. Il y a des formes qui sont très proches du syndrome de Kawasaki, pour lequel on applique les mêmes thérapeutiques. Et puis il y a des formes qui s'en éloignent un peu, où on discute les médicaments qui sont testés contre le virus, si on a retrouvé le virus en grande quantité, et des médicaments dont on parle actuellement pour limiter l'inflammation. Tout ça est à ce jour, à ma connaissance, discuté au cas par cas. C'est les données européennes qui vont être partagées, qui vont nous permettre d'en savoir un peu plus. Oui, il y a des pays où ils ont plus de cas qu'en France. Est-ce que vous savez? Alors, je ne sais pas vous répondre formellement parce qu'on a vu les alertes, mais moi, je n'ai pas eu de contact direct avec les collègues étrangers. Je sais que d'autres collègues en France sont en train de le faire. Je crois que ça reste quand même un nombre de cas assez rare. Ça, c'est à l'air très clair. Mais comme encore une fois, un peu plus fréquent que d'habitude. Donc sur cet argument-là, les inquiétudes, ou en tous les cas la circulation d'informations. L'idée, c'est vraiment d'être vigilant, de ne pas non plus inquiéter les gens pour rien, mais d'être vigilant et d'avoir les moyens de surveiller ces malades-là pour, comme je vous l'ai dit, si besoin, au cas par cas, être plus agressif dans le traitement. À ce jour, à ma connaissance aussi, il n'y aurait pas eu, mais encore une fois, il faut faire attention, de décès induit directement par cette présentation. Là aussi, ça peut changer, mais c'est un point important. Dans les cas que vous avez pu avoir, est-ce que c'était des enfants qui étaient bien portants, qui n'avaient pas d'autres pathologies? Alors ça c'est pareil, il faut faire attention. Moi je n'en ai vu que 4, encore une fois, il n'y en a que 3 personnellement parce que mes collègues s'occupent des autres là actuellement. À ma connaissance, il n'a pas été mis en évidence aujourd'hui de facteurs prédisposants, de terrain particulier. C'est toujours très compliqué ça aussi tant qu'on n'a pas relié tous les cas, qu'on les a pas mis les uns à côté des autres pour les discuter avec tous les collègues qui s'en sont occupés. Donc là il faut quand même en avoir plusieurs, pouvoir en discuter entre nous pour commencer à avoir des pistes. À ce jour, en tous les cas, je ne crois pas que quelqu'un ait vu des choses très particulières qui ferait penser que tel ou tel enfant le fait. Donc ça aussi, ça amène à la vigilance, à l'idée qu'il faut y penser, qu'il ne faut pas s'inquiéter, mais qu'il faut que les médecins de première ligne et les collègues qui s'occupent de ces patients qui ont de la fièvre, qui est quelque chose qui est fréquent, ils pensent. C'est ça l'idée. Oui. Et donc les signes répétés peut-être pour les parents qui nous écoutent, qui légitimement peuvent être inquiets, c'est de la fièvre, vous l'avez dit, une langue très rouge, c'est vraiment un signe... Alors, quand on a cette forme-là, c'est des choses qu'on peut voir. La fièvre, la grosse fatigue, a priori, il y a quand même beaucoup de gens qui ont décrit des troubles digestifs avec des douleurs abdominales, voire de la diarrhée, ce qui n'est pas quelque chose qu'on retrouve formellement toujours dans le Kawasaki typique, par exemple. Donc, je pense que ça, quand ça dure un jour ou deux, alors que l'enfant était plutôt bien avant, mérite un avis médical. Dans ce contexte, on est exactement là-dedans. Mais là aussi, un avis téléphonique d'abord, en fonction de l'évolution. Un examen clinique par des médecins qui ont l'habitude de voir des enfants, surtout si l'âge est petit. Et ça, c'est possible partout sur le territoire en France. Il y a des services de pédiatrie générale, des urgences avec des collègues pédiatres. Il y a des médecins généralistes qui ont l'habitude de voir des enfants. Et donc là aussi, il faut que les gens soient au courant qu'il n'y a pas besoin, heureusement, pour ces enfants d'aller en réanimation. Par contre, nous, il faut qu'on soit capable de les prendre s'ils ont besoin de la réa. Ça, c'est une autre question en Ile-de-France qui est très importante. Absolument, oui. Je voulais qu'on en parle de ça parce que la réanimation, je vous ai entendu dans une interview, la réanimation pédiatrique, c'est quelque chose de très particulier. Il n'y a que des pédiatres spécialistes qui peuvent le faire. Ce n'est pas comme de la réanimation pour adultes. Et ça nous ramène, il y a 6 mois, vous aviez menacé de démissionner faute de place dans les hôpitaux parisiens. Enfin, il y avait un problème de toute façon à l'hôpital, c'est pas nouveau, mais vous alertez sur le fait que la réanimation pédiatrique c'est très particulier et ça ne peut être fait que par des pédiatres spécialistes. Oui, madame, c'est important qu'on parle de ça. Encore une fois, les messages importants, c'est ceux d'avant, de ne pas s'inquiéter outre mesure, d'être capable de repérer ses enfants. Là, ce message, il s'adresse d'abord au pouvoir public et puis deuxièmement aussi à la population qui nous soutient. Je ne parle que pour l'Île-de-France. Les choses peuvent être un peu différentes selon les régions, mais je sais qu'il y a des régions, entre autres le Grand Est, qui ont été très exposées aussi, où les pédiatres et les réanimateurs pédiatres ont été en première ligne. Il n'y a aucun doute là-dessus. Effectivement, la première remarque, c'est que nous, on est sur le pont depuis octobre 2019, avec les épisodes de bronchiolite, on en avait parlé, voire
rappeler, des enfants qui ont été transférés, loin, 25 enfants qui ont été transférés loin de là. Tout ça faute de lit. Faute de lit et faute de lit à cause d'un manque d'infirmières absolument majeur. Et entre autres, même si c'est pas le seul problème, parce que les collègues continuent à avoir un salaire qui est absolument indécent. Alors dire ça aujourd'hui quand une crise économique majeure s'annonce, c'est compliqué. On est parfaitement conscient qu'il y a des gens aussi qui vont être dans des situations difficiles, mais on ne peut pas et on ne pourrait pas prendre en charge correctement des enfants avec uniquement 16 lits ouverts en réanimation pédiatrique alors qu'on a 20 places disponibles, faute d'infirmières. Et il n'y a pas de structures privées qui peuvent nous aider comme chez l'adulte. Les collègues de réanimation adulte ou d'anesthésie adulte ne peuvent pas, ils ne savent pas prendre en charge des jeunes enfants. Ce n'est pas une critique, c'est un constat qui est comme ça, chacun son métier. Et donc là, ça nous met en difficulté. Donc il faut absolument arrêter de fermer des lits. Je pense que cette épidémie nous l'a montré. Il faut payer décemment les petits salaires de la fonction publique. Je rabâche la même chose et nous rabâchons la même chose depuis 6 mois. Mais il faut le dire, il faut le... Voilà, mais peut-être qu'aujourd'hui... 28e rang sur 32 des pays de l'OCDE. Pas de n'importe quel pays du monde, les pays de l'OCDE. Les infirmières sont payées 28e rang. Moi, j'ai des infirmières de 15 ans de métier qui arrêtent pas de me dire, même là, après 6 mois de travail intensif, après avoir eu 32 adultes dans le service et en repartant maintenant sur cette augmentation d'activité qui va lentement pour l'instant, et on espère que ça va s'arrêter. Je ne veux pas surfer sur le risque potentiel. Mais on peut pas d'un seul coup dire, après, on n'était pas au courant. Ça fait longtemps qu'on le dit, ça fait longtemps qu'on le demande. Moi, je ne demande rien pour moi et les meilleurs salaires ne demandent rien pour eux. On demande pour l'hôpital public et la population. Arrêtons de faire Combien elles sont payées, les infirmières ? Une infirmière écoutez, ça dépend un petit peu de là, mais qui commence en réanimation avec ce que ça représente. Et pour la réanimation pédiatrique, c'est 1600 ou 1700 euros avec la responsabilité que ça représente. Et là, en ce moment, c'est des journées qui sont de 13 heures quasiment à chaque fois. Avec le risque, on en parlait encore dans mon équipe hier, parce qu'il y a un stress majeur que les gens nous reconnaissent quand ils nous applaudissent à 20 heures le soir. Je pense qu'il faut vraiment faire passer le message à nos autorités que les lits, arrêtez de fermer des lits. Laissez la possibilité d'avoir la pré-réa, la post-réa, entre autres, pour surveiller ces enfants. Et dans les secteurs très exposés comme la réanimation, les adultes sont encore dans une situation compliquée. Et ça, moi, je ne mets pas en concurrence. Les gens sont en train de sortir de réanimation, mais le post-réanimation, la rééducation est majeure chez les personnes adultes. Mais en pédiatrie, si nous étions confrontés à un afflux de patients important, eh bien, ce n'est pas possible d'avoir des lits fermés, ce n'est pas possible d'avoir des structures fermées. Et là, on a besoin de gens très compétents. Garder nos infirmières, c'est d'abord commencer par le reconnaître et les payer correctement. Après, s'organiser, réfléchir, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai aucun souci là-dessus. Mais elles s'en vont, j'en ai encore 3 qui me l'ont dit hier, parce qu'elles sont mieux payées près de chez elles en Ile-de-France et que, eh bien, elles regrettent de partir, elles le regrettent, elles me l'ont dit, mais elles ne peuvent pas faire autrement. On est parti pour garder le Covid. Est-ce que vous pensez que cette crise peut faire changer les choses ? C'est-à-dire je ne vois rien venir, madame. Rien du tout. Pour l'instant, que des mots. On a libéré beaucoup d'argent pour des grandes entreprises et en tant que citoyen, je trouve ça tout à fait normal pour éviter de nombre de chômeurs absolument importants. Et moi, je n'ai aucun doute là-dessus. Je ne suis pas économiste, mais je ne comprends pas pourquoi tout ce qui est dit depuis longtemps par deux. Vous avez dit menacer de démissionner. Nous avons été 1300 sur tout le territoire à démissionner. Et du jour au lendemain, on est revenu voir nos directeurs en disant on reprend, sans vous demander quoi que ce soit, nos fonctions pour aider à gérer la crise dans notre rôle de régulateur et de chef d'orchestre. Il n'y avait aucune question là-dessus. Et aujourd'hui, il n'y a rien, il n'y a pas une seule main tendue pour dire on a compris, on ne peut pas le faire tout de suite, mais on se retrouve dans une semaine, on va modifier la grille de salaire de la fonction publique et des infirmières, entre autres, mais il n'y a pas que dans notre hôpital, comme dans tous les hôpitaux, tous mes amis me racontent, que ce soit en province ou à Paris, les ouvriers, toutes les personnels de structures qui permettent de tenir l'hôpital propre, on en parle sans arrêt. Donc les applaudissements, c'est super important et on sait que la population nous soutient, c'est énorme, on reçoit des cadeaux, on reçoit à manger, on a ces applaudissements, on sort sur le parvis d'hôpital pour les entendre. Mais il faut que les petits salaires, je le dis bien, pas le mien, moi encore une fois, je n'ai pas de problème avec ça, mais que les petits salaires de la fonction publique, qu'on puisse garder nos personnels. On ne peut pas, et pour l'instant, il ne se passe rien. Et que l'hôpital soit aussi, qu'il y ait une autre manière d'appréhender l'hôpital. Ce que vous racontiez à l'époque, j'ai retrouvé cet article de La Croix où vous disiez à l'époque que le SMUR tourne sur le périphérique avec 2 à 3 nourrissons. C'est invraisemblable d'imaginer qu'aujourd'hui on manque de lits dans des services pédiatriques. Et là, si effectivement ce qu'on ne souhaite pas, il y a de plus en plus d'enfants, en gros vous ne pourrez pas faire face. C'est ce que vous nous dites quand même. Alors là aussi, il faut faire attention et on se battra jusqu'au bout pour faire tout ce qu'on a fait.
Je dis juste que ça fait 6 mois qu'on se bat comme ça et que s'il s'avère que le Covid et que cette infection oblige à réorganiser l'hôpital, ce que nous sommes déjà en train de faire et ce que font les hôpitaux adultes, là aussi il n'y a pas de concurrence. Encore une fois, la seule concurrence, c'est que nous, on ne peut pas être aidé par les autres structures. Et les personnels ne peuvent pas venir nous aider. Une infirmière qui fait de l'adulte, même si elle n'est pas spécialisée de réanimation, va pouvoir s'adapter assez vite à venir aider en réanimation. En pédiatrie, en réanimation pédiatrique, c'est pas possible. C'est comme ça, c'est pas mieux ou moins bien que les autres. Il faut vraiment qu'on ait des solutions durables. Et encore une fois, attention, loin de nous l'idée que c'est que l'hôpital public, le système de soins français. Je pense que nous pensons que l'hôpital public est un point central. Je crois que cette crise l'a montré pour recevoir, et surtout en pédiatrie, les autres. Mais les collègues de première ligne, on en parlait tout à l'heure, les médecins généralistes, les autres structures qui accueillent des patients ou qui les détectent sont largement aussi importantes. Mais le centre et le chef d'orchestre doit, surtout pour la pédiatrie et la réanimation pédiatrique, forcément rester l'hôpital public. Et il faut qu'on ait des signes forts pour garder nos personnels. Elles continuent à s'en aller. Elles n'attendent que d'avoir la possibilité que le plan blanc soit levé pour partir. J'espère que votre appel sera entendu. En tout cas, on va le relayer sur Sud Radio. Merci de ce que vous faites. Merci à vous. Et puis, encore une fois, donc, on est en observation, vous l'avez dit, sur ce syndrome qui ressemble à celui de Kawasaki. Les parents doivent être vigilants s'il y a de la fièvre, une langue rouge, des yeux un peu conjonctivites, avec des conjonctivites. Et puis, les médecins effectivement être vigilants. Merci beaucoup, docteur, d'être intervenu ce matin sur Sud Radio.